Alors, plutôt que de faire un laïus sur Antoine, je préférais qu'on échange, que je vais lui poser un certain nombre de questions auxquelles il va savoir répondre, bien sûr. Alors, je ne raconterai pas quelle année il est né. Manifestement, de mon point de vue, il est jeune. Bon, mais votre naissance en littérature est arrivée de façon vraiment qui m'a frappé. C'était intéressant. Vous dites que vous avez envoyé un manuscrit à Richard Morgiev. Qu'est-ce qui s'est passé ? À cette époque-là, je ne cherchais pas à être publié, j'écrivais simplement. J'avais cherché avant, quand j'étais plus jeune, à être publié, mais j'écrivais des choses assez abominables. Et puis, j'avais écrit un texte, mais qui était un texte qui, pour moi, était une réponse à un auteur que j'aimais, qui était Richard Morgiev, qui est Richard Morgiev, et que j'avais énormément lu, et je voulais lui écrire une lettre. Et ne trouvant pas quoi lui dire dans cette lettre, j'ai décidé de lui envoyer un texte. Et c'est lui qui, recevant ce texte, m'a d'abord dit qu'il ne le lirait pas, mais que sa femme l'avait lu, l'avait aimé, et que donc on pourrait dîner ensemble. Mais il m'a dit ensuite, 1 heure plus tard, que finalement il l'avait lu, et qu'il avait beaucoup aimé, et que c'était donc obligatoire qu'on dîne ensemble. Et il a fait en sorte que ce soit édité. Il a envoyé un éditeur qu'il connaissait, Olivier Brun, des éditions La Dragonne. Et dès cette première parution, vous avez eu un prix. Oui, le prix des apprentis et lycéens de la région PACA. Et donc ce livre s'appelle « Honore tes parents ». Donc, ensuite vous avez écrit d'autres choses. Vous écrivez finalement sur plusieurs registres. Récits, contes, poèmes. Et j'ai l'impression que aussi, vous n'avez pas écrit théâtre. Non. J'ai fait des tentatives, mais très très malheureuses. Je vous pose cette question parce que je trouve que, par exemple, le texte Honore tes parents a quelque chose à voir avec le théâtre, dans cette façon de... alors, c'est pas dans le sentiment, on en reparlera tout à l'heure, c'est très... Comment dire, c'est une série de tableaux avec un jeu de répétition qui m'a paru très oral, c'est pour ça que je posais la question. À cette époque-là, j'essayais de devenir comédien, et puis, je jouais un petit peu quand même. Mais je l'ai écrit en pensant à une phrase que Coltès avait écrite comme une indication pour les comédiens, qui était de dire le texte comme si, que l'acteur dise son texte comme s'il avait oublié d'aller pisser, et qu'il fallait absolument qu'il regagne les coulisses au plus vite. Et c'était ça l'idée de ce texte, c'était l'écrire le plus vite possible. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de ponctuation dedans, que ce soit... Oui. Et qu'il y a un rythme tenu, un rythme tout à fait tenu. Ok, depuis, vous avez continué, vous avez une dizaine de titres, je ne sais plus exactement, 7. Oui, je pense déjà à l'avenir. 3 chez La Dragonne, et puis, Les Chevals Morts, c'est bizarre comme titre, Les Chevals Morts. Oui, c'est un texte sur les erreurs, donc il me semblait logique de mettre quelque chose qui soit déjà tout de suite fautif, disons. Oui, vous avez aussi publié des romans, on va y venir. Pour votre premier roman, vous avez fait partie de la première sélection du prix Médicis. Oui. Bon, et je trouve que vos thématiques sont assez particulières quand même, puisque, le chômage monstre, d'accord, on comprend un peu de quoi il s'agit, mais par exemple, vous avez publié un roman qui s'appelle « Le metteur en scène polonais ». Metteur en scène qui racontait une... que je raconte l'histoire, c'est ça ? En fait, le metteur en scène polonais, c'est quelqu'un qui décide d'adapter un roman pour le théâtre et qui se trouve confronté à cette chose que le roman semble être plus vivant que lui, c'est-à-dire que c'est un roman mobile, dont les personnages changent, dont les situations se métamorphosent sans cesse, et il en vient même à se demander s'il n'existe pas plusieurs traductions de ce livre. Il démonte sa bibliothèque pour voir s'il n'y a pas des personnages qui sont tombés derrière la bibliothèque, puisque lui, il y a vu, mais ils n'y sont plus quand il relit ce livre. C'est pareil, votre dernier, L'imitation de la vie, chez Christian Bourgois, ça m'intéresse, parce que moi, la psychanalyse, je connais bien. Un couple de psychanalystes se rend compte qu'un même patient les fréquente tous deux. Vous avez toujours des thématiques incroyables comme ça. Alors aussi, vous travaillez, vous êtes libraire, et pas n'importe où, à la Colline.
Alors, lorsqu'on a parlé, vous avez commencé à défendre l'édition et la vente des livres de théâtre. Parlez-nous un petit peu de ce côté de votre vie. Oui. C'est-à-dire que c'est une librairie qui est vraiment qui est ouverte entre 18h et minuit, les soirs de semaine, enfin bref, peu importe, les soirs de la présentation. Mais c'est surtout l'idée que, c'est-à-dire que quand on a commencé à l'ouvrir, on m'a dit, bon, ça serait bien de faire quelque chose de généraliste, plus ou moins, et moi je me suis dit c'est quand même dommage parce qu'il existe une librairie à côté qui est une librairie généraliste, qui est le Comptoir des mots à Gambetta. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose en plus petit, moins bien, peut-être d'autres choix, oui, mais je voyais plutôt l'idée d'une librairie vraiment de théâtre. Et il s'avère qu'en fait, les gens qui viennent au théâtre lisent du théâtre. Ça ne représente pas un problème réel. On croit toujours qu'il y a une grande difficulté dans le fait de lire du théâtre. Moi, j'y crois de moins en moins. En fait, je vois en mettant des livres dans les mains des gens qui viennent que parfois ils m'en parlent, parfois pas, mais que c'est possible en fait, que le rapport avec un livre de théâtre existe. Oui, ça fait plaisir à entendre, autour de la difficulté qu'on a à publier du théâtre, ça fait plaisir à entendre. Bon, quelques mots maintenant sur votre écriture, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit. Alors, vous avez un discours, je trouve, original concernant la poésie. C'est un discours qui tourne autour de la philosophie plutôt que des mathématiques. Vous parlez de problèmes. Et bon, j'ai relevé des phrases, par exemple, placer l'écriture non pas à l'endroit ni de l'élégie ni du sentiment, mais dans une certaine forme de résistance. Alors, ce mot de résistance me paraît important pour vous. Alors, c'est vrai qu'on l'entend souvent dans les arts contemporains, mais pour vous, quel sens ça a, ce mot de résistance ? Non, je sais pas. En fait, c'est-à-dire que c'est pas tant la résistance que l'endroit où quelque chose résiste. J'ai l'impression que l'endroit où quelque chose résiste, là, peut s'aventurer l'écriture. Le désir de réveiller l'irrésolu, comme vous dites, pareil. Oui. Et puis surtout, d'aller vraiment dans l'irrésolu, c'est-à-dire de trouver une question. C'est-à-dire que c'est ça qui réellement m'intéresse. D'où un rapport de votre poésie à la pensée. Il est question de penser dans votre poésie. Et vous dites, le poème s'aventure aux endroits où quelque chose manque de sens, c'est ce que vous venez de dire d'une certaine façon. Et vous dites aussi, j'ai un peu repris, mais c'est ça, parachuter par la pensée le poème à l'endroit du problème. Et ce que vous nous avez fait lire va bien dans ce sens-là. Comment développer ce propos, parachuter par la pensée le poème à l'endroit du problème. C'est-à-dire que c'est justement, pour moi, c'est vraiment le poème intervient à l'endroit, bon, même si je ne pense pas tellement en termes de poème, mais plutôt en termes de texte, et puis parfois ça donne, mais bon, et parfois en termes de durée aussi surtout, mais c'est que le texte vienne à l'endroit où a priori il n'y a pas de texte. C'est ça qui me semble le plus intéressant pour moi. C'est ça que j'arrive en fait tout simplement le mieux à tenir, parce que si j'appliquais simplement un programme dans l'écriture, je m'en lasserais sans doute trop vite. J'ai essayé, mais je m'en lasse trop vite. Et ça m'intéresse réellement que quelque chose résiste. C'est pas tant moi qui résiste que le monde en réalité. L'endroit des résistances du monde, bon voilà. C'est là que j'ai envie d'aller avec ce recueil-là. Très bien, merci. Allons-y avec vous. Alors je vais lire d'abord Inventer sa journée. J'ai inventé ma journée, mais je me suis aperçu qu'elle ne marchait pas. C'est dommage, je ne l'ai compris qu'à la toute fin, tout se déroulait pour le mieux, pensais-je, puis le soleil s'est couché et craque, l'erreur. Le défaut de conception, la journée fichue, le gâchis. Le problème des journées foutues, c'est qu'on ne peut pas les réparer. Surtout quand elles plantent. À la fin, ça ne sert à rien, c'est trop tard, on ne voit plus où on met les mains. Une erreur au début encore, on peut rectifier le tir, mais à la fin, c'est la fin. On ne peut inventer qu'une journée par jour. Je connais quelqu'un qui a peur de mourir et qui en invente 2. Elle ne peut pas s'en empêcher. Mais 2 journées concomitantes se court-circuitent toujours un peu.
Tant pis, c'est plus fort qu'elle, elle invente au moins 2 journées par jour et parfois même 3, si bien que tout est déjà brisé quand le soleil n'est pas encore couché. Elle les garde pour elle, ces journées ratées, mais certaines personnes inventent des journées pour les autres. Elles ont peur de mourir aussi, je crois. Elles se fichent de savoir si les journées qu'elles imposent aux autres sont bien adaptées. L'important, c'est de se répandre, distribuer et se multiplier. On peut imposer sa journée à quelqu'un d'autre que soi en pensant que ce qui ne marche pas pour soi marchera peut-être mieux pour l'autre. On est très attaché à nos idées, on craint d'en manquer. Une seule vie par vie, une seule journée par jour, dure condition que la nôtre. Difficile d'inventer quelque chose d'efficace quand on n'a droit qu'à un essai. S'améliorer n'est pas possible, on ne peut qu'être. On pourrait mutualiser nos expériences et faire un grand bond en avant, mais ceux qui ont essayé n'ont jamais atterri ou mal au point d'en mourir. Je connais quelqu'un qui essaie d'inventer une journée qui ne finit pas. Il pense que le problème de tout, c'est la fin, alors il essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Mais c'est dur, le corps ne suit pas, le corps s'effondre et la journée continue de tourner. Il y a des gens qui restent totalement à côté de leur journée. Peut-être qu'une journée qui ne finit pas peut se briser puis recommencer autrement, échouer et changer, rompre et se métamorphoser. Est-ce qu'une métamorphose est possible sans tout casser ? Ma journée ne marche pas. J'ai essayé pourtant, mais non, ce n'est pas vraiment une journée, c'est un débris, une relique, une calamité. Je crois que quelqu'un s'en est déjà servi. Qui a inventé une journée pareille ? Est-ce qu'un jour j'inventerai une journée semblable à nulle autre ? Parfois j'ai la flemme d'inventer ma journée, pas le courage et pas d'idée, j'en achète des toutes faites en sachet. Mais elles me font si peu envie la plupart du temps que j'oublie de les déballer. Ça fait des journées sous vide où j'étouffe un peu, mais j'étouffe comme tout le monde, alors bon, je ne me plains pas, je n'ose pas. Une fois, quelqu'un a essayé une journée prototype conçue par des chercheurs néo-tavastiandais. Ça lui a coûté sa vie tout entière. Par la suite, il n'a plus été capable d'inventer ne serait-ce qu'une heure. Il achète ses journées dans les supermarchés discount et il souffre, mais il ne se plaint même plus. Il a fini par se confondre avec sa souffrance. Il pense que souffrir, c'est vivre. Il ne cherche plus à y remédier. D'ailleurs, il parle énormément pour décourager ceux qui cherchent encore. Il faut un peu se méfier de ce qu'on nous propose. C'est dommage parce que vivre et se méfier, c'est difficile de faire les deux en même temps. Je connais des gens qui se méfient tellement qu'ils ne vivent plus. Ils trouvent une idée pour inventer une journée hors du commun, ils se disent que c'est un piège, ils la jettent. Alors ils n'inventent rien de plus que celui qui a essayé un prototype infecté. Le problème des inventions, c'est que quand elles fonctionnent, on est tenté de les reproduire. Quand une journée marche bien, je peux la revivre, c'est naturel. Je crois que c'est parce qu'on veut toujours revivre. Même quand on éteint une journée qui marche bien, c'est pour avoir le temps de préparer la suivante. Quand on trouve un filon, on commence à produire en série, jusqu'au défaut qui ne tarde pas et remet tout en question. Et on essaie de réinventer sa vie, journée après journée, modestement. Les journées qui ne marchent plus rendent très modestes. Une vie, ça ne s'invente pas. Pas d'un coup, en tout cas. Jamais globalement, c'est impossible. On ne peut pas avoir inventé sa vie sans avoir inventé d'abord chacune des journées qui la constituent. Or, inventer une journée prend au moins une journée, alors on ne peut pas inventer sa vie avant de l'avoir vécue. Ceux qui achètent des vies toutes faites feraient bien de se méfier de l'entourloupe. Qui se serait sacrifié pour eux et pour quelles raisons ? On achète des journées toutes faites pour avoir le temps d'en préparer une, rien qu'à nous. Une vie, c'est un assemblage de journées. On ne peut pas savoir à l'avance si ça va marcher. On emboîte les journées les unes dans les autres et à la fin, on voit. Souvent, ça ne marche pas, mais c'est trop tard pour revoir l'assemblage. C'est trop tard aussi pour les vies qui ont marché. Que les vies marchent ou pas, ce sont quand même des vies. Mais on sait ce qu'on préfère. Et puis, je vais vous lire le geste et le présent. Je ne peux pas écrire ce geste. Ce geste que je viens de faire, je ne peux pas l'écrire. Il n'est pas dans le texte. Je ne peux pas le mettre, le glisser dedans, le tracer. Je peux faire le geste, mais pas l'écrire. Je lis un texte qui n'a rien à voir avec le geste que j'ai fait. Je suis incapable d'écrire ce que je fais. Je n'écris que ce que je dis. C'est à pleurer. Est-ce que j'écris ce que je pleure ? Je fais tout autre chose que ce que je dis. Je ne suis pas le seul, mais quand même, ça me désole. Faire quelque chose ne m'empêche pas de dire autre chose. Pourquoi ce geste-là, que je fais quand je lis, n'est pas dans le texte que je lis, n'est pas écrit, mais seulement fait ? Est-ce qu'écrire n'est pas faire ?
Est-ce qu'écrire est une manière de ne rien faire ou de faire des trucs sans le dire? Et si j'étais capable de l'écrire, ce geste, est-ce que j'arrêterais de le faire? Est-ce que les textes absorbent les gestes? Est-ce qu'on fait des gestes pour se taire et des textes pour s'agiter en douce? Est-ce que je ne risque pas, si j'essaie d'écrire mon geste, de le circonscrire dans l'écrit, de me figer? Est-ce cela qu'on nomme une posture d'écrivain? Quelle posture prennent les écrivains? Et ce geste, si je ne le fais pas pour me taire, est-ce que je le fais pour ne pas faire un autre geste, un plus grave, un qui pourrait porter à conséquence? Un geste en cache un autre, je me retourne, rien derrière. On m'avait conseillé d'écrire pour me canaliser. Ça a marché, en partie. Toujours un geste échappe, un geste que je ne peux pas écrire, puisqu'il échappe. Un texte est toujours au passé. Le dire, c'est dire ce qui s'est passé. Le dire, c'est manquer le présent. De peu parfois, mais tout de même, le manquer. Le présent échappe au texte. Le geste et le présent s'échappent ensemble tandis que je lis mon texte. Où vont-ils? Est-ce qu'ils vont se marier dans une belle église? Dans un autre corps, moins mélancolique, moins maladroit? Est-ce qu'ils feront des enfants? À quoi ressemblerait l'enfant du geste du présent? Aurait-il un visage, un nom? Serait-il doué de paroles? Que dirait-il? Serait-il capable de dire ou bien seulement de contredire? Est-ce qu'un geste est une contradiction? Est-ce que le présent est une réfutation? Est-ce qu'il irait à l'école?